saison de l'émission Droit et Justice sur Taxi FM, tous les mardis de 15h à 16h. Droit et Justice, c'est le quotidien de la justice du Togo, la situation des droits de l'homme, la meilleure compréhension des lois, les domaines d'intervention des avocats, les missions des juges, les contentieux administratifs. Droit et Justice, tous les mardis de 15h à 16h avec Hugues Vigneault-Atikpo. Tous pour la promotion des droits et devoirs des citoyens. Droit et Justice. Alors c'est mardi, il sonne sur la géniale des radios. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire avec le droit et la justice. C'est droit et justice tous les mardis de 15h à 16h. Et vous l'avez remarqué, c'est pas l'animateur habituel et je serai là en votre compagnie jusqu'à 16h. Et aujourd'hui, comme thème, nous débattons ou nous discutons de la protection des droits des personnes ou des groupes vulnérables. Et il faut savoir que la protection des droits humains est un enjeu crucial dans toute société. Cependant, certains groupes considérés comme vulnérables sont particulièrement exposés à des violations de leurs droits fondamentaux en raison donc des facteurs socio-économiques ou encore des stigmatisations persistantes. Au Togo, des groupes tels que les personnes en situation de handicap, les personnes atteintes d'albinisme, les enfants de la rue, les enfants en général et les déplacés internes font face donc à de nombreux défis dans leur quête de dignité et de respect de leurs droits. Face donc à cette réalité, il est indispensable de sensibiliser le grand public et de promouvoir une meilleure compréhension des besoins de ces groupes afin de contribuer à une société plus inclusive et respectueuse des droits humains. Taxi FM 93.1. Pour parler donc de ce thème assez crucial, on parle de la protection des droits des groupes vulnérables. Nous avons à nos côtés M. Sylvie Kofi Victor, il est juriste, il est également président de l'association Afriol. Et c'est une association de défense des droits humains. Monsieur Sylvie Kofi Victor, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Je vous en prie et merci de votre accueil également. Merci également. Et nous vous signalons déjà que nous allons être rejoints très bientôt par madame Mireille Dissé. Elle est également juriste, défenseur des droits humains. Elle va partager le plateau avec notre chère Sylvie Kofi Victor. Alors, Monsieur Kofi Victor, dites-nous, que peut-on entendre par groupe vulnérable? Existe-t-il réellement des groupes spécifiques vulnérables à des violations de droits? Pour quelles raisons que ce soit? Merci madame pour la question très cruciale. Oui. Un groupe vulnérable est une catégorie de personnes particulièrement exposées à des risques de violation de leurs droits en raison de leur situation sociale, économique ou de stigmatisation permanente. Au Togo, par exemple, les personnes en situation de handicap, les personnes atteintes d'albinisme, les enfants de rue, les déplacés internes sont des exemples de groupes vulnérables. Il n'y a pas que cela, ce sont des exemples, comme je viens de le préciser. Il y a également des femmes en général et les filles de joie aussi. Donc leurs vulnérabilités peuvent être amplifiées par des discriminations multiples liées à des conditions sociales, physiques ou à des préjugés culturels. Voilà un peu ce qu'on peut comprendre par la première question. Oui. Oui, voilà. Oui, on identifiait déjà les groupes vulnérables, donc, et vous avez cité tantôt les personnes en situation de handicap, les professionnels de sexe, les enfants également. On a envie de savoir, quand on parle de violation des droits de ce groupe-là, de ce groupe vulnérable, comment cela se traduit-il dans les actes ou carrément au quotidien? Par quelle situation de vie on pourrait dire qu'on est en présence de violation des droits de ces personnes vulnérables? Alors, comme je venais de le dire,
il y a plusieurs catégories de groupes vulnérables. Ok. Si nous prenons par exemple les enfants de rue, ils sont identifiés par leur vulnérabilité du fait de leur situation de rue. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont exposés à des risques de non-logement, de l'absence de nourriture correcte, d'habillement. Des fois, ce sont des enfants qui sont dans le même habillement tous les matins, tous les jours, et qui ne mangent que ce qu'ils ont trouvé. D'accord. Voilà. Donc, ils vivent même des activités de pêche, des cueillettes. Donc, par exemple, pour des enfants de rue, on peut les reconnaître par leur activité. D'accord. Pour les filles de joie, par exemple, on les reconnaît par leur sortie les nuits, par exemple. Vous allez, par exemple, à Décon, les soirs, selon ce qu'on m'a raconté, selon certaines enquêtes, ce sont des femmes qui n'ont aucune honte. Oui. Elles sortent et elles vous abordent, elles vous font la cour et ben voilà, ce sont leurs activités. Donc à chaque groupe, son identité en fait, ses caractéristiques. Voilà. Donc vous voulez dire par là que le simple fait même pour un enfant de se retrouver dans la rue est déjà une violation de ses droits, c'est ça? Absolument. Ok. Pourquoi je le dis? Parce que les textes disent comme droit fondamental, il faut que l'enfant soit éduqué. Lorsque l'enfant est séparé de ses parents pour être dans les rues, il n'a plus l'éducation de ses parents. Ça, c'est une violation de droit. Seconde chose, l'enfant ne mange pas ce qu'il veut, mais il mange ce qu'il trouve. Il ne mange pas le nombre de fois qu'il doit, mais il mange ce qu'il a trouvé, le nombre qu'il veut, il a trouvé dans la journée. Et qu'en est-il de l'hygiène? Il ne se douche même pas, excusez-moi le terme. C'est une réalité et il faut qu'on en parle. Voilà. D'accord. Et vous avez touché du doigt également un autre groupe ciblé. Il s'agit notamment des professionnels de sexe. Mais j'ai envie de vous dire, ce sont des personnes majeures qui sont dans la majorité de leur âge et tout. Est-ce que c'est pas un choix pour eux? Est-ce que là on peut parler de violation de leurs droits? En quel sens on peut exprimer réellement ou carrément qualifier leur vulnérabilité de violation de leurs droits? Tout comme les enfants, merci pour la question. Tout comme les enfants, et si nous prenons 100 personnes, il y a 90% qui sont contraints d'être dans la rue. Ça veut dire qu'il y a 10%, en tout cas il y en a parmi eux qui sortent par désir ou par besoin. Pas besoin, par désir, par eux-mêmes ils sortent. Les parents sont nantis, ils ont tout, mais ils sortent d'eux-mêmes. Ça veut dire que parmi les femmes également qui sont dans la rue, il y en a qui sont obligées d'être qui font de leur sexe un travail, bien une opportunité de travail. Il y en a qui profitent. Oui, allez-y. Il y en a qui profitent de leur situation de manque pour pouvoir aller dans la rue et trouver de quoi manger, de quoi pouvoir à leurs besoins d'habillement et tout. Voilà, s'il y avait par exemple des activités autres que le sexe, nous estimons qu'elles les auraient fait. D'accord. Parce qu'il n'y en a pas, elles sont obligées de se trouver d'autres moyens. Le moyen le plus facile, c'est de donner ce que Dieu a donné naturellement, sans aucun... Et voilà. D'accord. Je crois que l'équivoque est levé et la société se retrouve, je vais dire, condamnée déjà du fait qu'on n'a pas créé les conditions pour permettre à ces personnes-là d'exercer un métier, je dirais, noble. C'est en cela même qu'on parle de violation. Parce que pour ce qui concerne les violations, c'est l'État qui est en cause. D'accord. Voilà. Et nous rappelons, nous attendions tout à l'heure notre chère Merveille d'ici. Nous vous le disions, elle est juriste, elle est défenseur également des droits humains. Madame Merveille d'ici, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Tout le plaisir est mien. Nous rappelons que nous discutions tout à l'heure avec votre collègue de la protection des droits des personnes ou des groupes vulnérables et on a tout à l'heure identifié ces personnes-là. On a notamment parlé des personnes en situation de handicap, des professionnels de sexe, des enfants notamment. Il a pointé du doigt les enfants de la rue et également les professionnels de sexe. Et là, on essayait un peu de lever l'équivoque
Nous disions tantôt que ces personnes, ou karma, ces professionnels de sexe, c'est délibérément qu'elles se mettent dans la rue et ce sont des personnes majeures. Vous êtes une femme et j'ai envie de discuter un peu avec vous sur cette situation-là et tout. Je disais tantôt que ces personnes, c'est des personnes majeures qui ont choisi délibérément aller exercer ce travail au karma, ce job de vendre leur corps et tout. Est-ce que c'est de la faute à la société? D'accord, merci. Donc, si je comprends bien, la question est de savoir si les professionnels de sexe, elles ont choisi délibérément d'exercer ce métier-là ou pas. Oui. Bon, écoutez, je pense que, à la base, de façon platonique, on peut penser que c'est délibéré de se mettre à la rue pour exercer ce métier. Si on considère que personne ne les a forcés à le faire. Mais après, si on va beaucoup plus loin, à l'origine de la chose, qu'est-ce qui a enclenché ce phénomène-là? Est-ce que ce n'est pas peut-être une certaine vulnérabilité, une situation d'handicap peut-être, de pauvreté extrême, d'abandon à soi-même également. Donc je pense que c'est vraiment tout un tas de choses à considérer et non pas leur jeter du discrédit là tout de suite. D'accord, donc on comprend par là que la violation de leurs droits se trouverait en amont même. Exactement. Peut-être elles ont subi une situation de violation de droits qui les a peut-être conduits à la rue. On peut penser que si elles avaient eu du soutien, ça n'aurait pas occasionné ces mises de pratique là. Très bien, merci beaucoup pour avoir levé l'équivoque. Et voilà, et bon, on sait qu'on évolue dans un contexte, le contexte togolais, et beaucoup auront envie de savoir quelle est l'ampleur du phénomène ou quel est l'état des lieux des groupes vulnérables au Togo, quelles sont leurs principales difficultés. Voilà. Est-ce qu'on peut en savoir davantage avec M. Selivi, peut-être? Oui. Merci une fois encore pour l'opportunité. Vous êtes en train de parler de l'état des lieux des groupes vulnérables. Alors, disons que les groupes vulnérables au Togo, comme je venais de le dire, font face à des défis majeurs, tels que l'accès limite à l'éducation, côté enfant, à l'emploi pour les jeunes diplômés, et aux soins de santé pour tout le monde. Et les personnes en situation de handicap, par exemple, sont souvent ou peuvent être exclues des programmes éducatifs ou souffrent d'un manque d'infrastructures adaptées. Et c'est parce qu'il manque d'infrastructures qu'il leur faut qu'ils sont obligés de se jeter dans des situations qui les rendent finalement vulnérables. Donc, de plus, les enfants de rue sont exposés à la violation, en tout cas à la violence et à l'exploitation. Tandis que les déplacés internes éprouvent des difficultés à accéder à des services de base. Nous comprenons très bien lorsque vous quittez votre lieu de résidence habituelle pour vous retrouver dans des circonstances, en tout cas parmi des personnes que vous ne connaissez pas. C'est difficile pour de s'intégrer. C'est peu à peu, par exemple, surtout si vous ne comprenez pas aussi la langue dans laquelle le nouveau milieu d'accueil aussi évolue. Ça pose un peu de soucis et donc cela aggrave leur situation de précarité. Voilà un peu. Oui, parlons un peu des déplacés en interne là. C'est un groupe cible. Et est-ce qu'on en connaît au Togo, au Karma? On part des exemples d'autres pays. Oui, au Togo par exemple, à l'occasion de l'extrémisme violent. D'accord. D'abord, qu'est-ce qu'un déplacé interne? Un déplacé interne, c'est quelqu'un qui a quitté d'un lieu à un autre à l'intérieur de son pays. Et il sera un réfugié lorsqu'il franchit sa frontière. Donc, le déplacé interne, par exemple, il a quitté par exemple le nord pour venir au sud pour des raisons qui sont indépendamment liées à sa volonté. Donc, je prends l'exemple de l'extrémisme violent. Les cas d'attaques extrémistes qui sont perpétuels au nord. Ce sont des situations qui obligent certainement des personnes à se déplacer. Bien sûr.
Voilà, merci beaucoup. Oui, parce que à en parler, on parle de déplacés internes. On sait que le pays n'est pas, enfin le Togo n'est pas un pays en guerre, et on se demanderait est-ce que vous n'inventez pas ce terme-là pour le prêter au contexte togolais et tout. On comprend tout de même que c'est une réalité également au Togo, parce que en avant de ce qui se passe au nord du pays et qui est condamnable et tout, et qui fait des victimes, et forcément par peur beaucoup se déplaceraient de leur zone d'habitation pour se réfugier ailleurs et tout, et justement pour se mettre à l'abri. Alors Madame Merveille, dites-nous quel test de loi protège les droits des groupes vulnérables au Togo, et est-ce que ces tests-là sont appliqués de manière effective? D'accord, merci beaucoup. Alors tout de suite, je dirais que le Togo dispose de plusieurs tests de loi qui protègent les droits de ces personnes qu'on nomme vulnérables, tels que déjà sur le plan international, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Convention sur les droits des enfants, les droits des femmes, les migrants. Donc ce sont des tests que le Togo a ratifiés. Et si on vient au plan national, nous avons par exemple le Code de l'enfant, le Code des personnes de la famille, le Code du travail. Nous avons la loi numéro 2004-005 du 23 avril 2004 qui est relative à la protection sociale des personnes handicapées, le code pénal également. Donc c'est vraiment autant de tests qui protègent ou sont censés protéger ces personnes-là. Maintenant, quant à la question de savoir si c'est vraiment effectif, je dirais pas non, je dirais pas oui non plus. Il y a toujours à faire. Et c'est vraiment dans le but d'arriver à cette effectivité de la chose que le combat est mené quotidiennement. Donc, voilà. Voilà. Et est-ce qu'on pourrait évaluer un peu le taux de l'application de ces textes-là que vous venez de citer? Ces tests, ils sont par des conventions auxquelles le Togo a ratifié, aux tests en interne et tout. Et voilà. Est-ce que véritablement, on pourrait estimer parce que vous avez dit qu'il y a des efforts qui sont déjà faits. Bien sûr, oui. Et votre combat, c'est qu'on aille encore plus à l'application de ces tests-là. Effectivement. Est-ce qu'il y a un taux à dire là tout de suite? Je ne sais pas. Mais bon, ce qui est important à retenir, c'est qu'il existe quand même des tests qui protègent ces personnes-là, quitte à elles d'être informées de ces tests déjà afin de pouvoir revendiquer quand même. Exactement. Et voilà. Ça, c'est déjà je vais dire, un handicap que ces personnes victimes même de ces violations ne soient pas informées. Exactement. Voilà. Et d'où votre combat, il faut le dire. D'accord. Alors, avec vous, monsieur Sylvie, quels efforts sont faits donc pour garantir à ces groupes un accès équitable à l'éducation? Surtout, on parle des enfants spécifiquement, et aux personnes en situation de handicap plus en général. Voilà. On sait que vous militez dans une association et tout, et vous menez aussi le combat. Alors, merci. Vous êtes en train de demander les efforts qui sont faits pour garantir à ces groupes un accès équitable à l'éducation aux enfants et aux personnes handicapées. Comme Merveille venait de le dire, il y a pas mal d'efforts qui sont fournis par l'État et la société civile en général qui pour pouvoir mettre en sécurité ce que nous appelons vulnérables. Et pas mal de programmes que l'État ne cesse de soutenir. Voilà. Mais si nous décidons de rester dans les subtilités, nous allons voir qu'il y a des fonds que l'État alloue. Par exemple, dans le plan stratégique 2020-2025 de l'État, il y a le premier point qui est dédié à la paix. Donc, je fais allusion à la paix parce que lorsque les personnes sont vulnérables, il n'y a pas la paix. Et c'est un effort très louable que nous devons reconnaître au gouvernement. Donc, en termes d'efforts, ça c'est un exemple. Le gouvernement ne cesse de continuer ses efforts de collaboration avec la société civile pour soutenir avec des fonds les initiatives de développement. Et si nous voyons par exemple les
comment on l'appelle, Octobre Rose. Oui. Vous allez voir que c'est le gouvernement qui est toujours derrière ce genre de choses. Des personnes qui sont atteintes de ces maladies-là, par exemple, et elles sont vulnérables. J'ai récemment appris qu'il y a une camarade, on a fait ensemble le lycée, et elle souffrait du cancer de sein. Elle n'a pas eu le courage de le dire. 3 jours après, on a appris qu'elle n'est plus, et c'est après que les parents ont enlevé le voile sur le problème. Et c'était un grand souci pour certains parmi nous qui pouvaient, s'ils avaient appris l'information, venir en aide. Oui, voilà, parce qu'il y en a d'autres qui ont été atteintes, mais qui facilement ont pu trouver des solutions, ils ont pu s'en sortir. Il y a pas mal de textes, mais moi je reste dans les subtilités et pour pouvoir parler de plus concret les efforts que l'État fait. Ce sont des exemples palpables que nous voyons ces derniers temps circuler sur les réseaux sociaux, telle sensibilisation, telle initiative d'ici, demain mercredi jusqu'à samedi. Il y a également le forum de la jeune fille qui va se tenir. C'est également le gouvernement qui est derrière cette initiative. En tout cas, c'est sous l'euro. Parrainage, voilà. Donc, ce sont pas mal de soutien que l'État fait et derrière la société civile pour que les droits soient garantis. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sylvie. Et voilà, Madame Marvin, je ne sais pas si vous avez encore des apports, parce qu'il a touché du doigt tout à l'heure l'axe 1 du plan stratégique national Togo 2020-2025, qui, dans son axe 1, parle déjà de la paix et il fait le lien avec ces populations vulnérables et tout. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, alors, je vais plus me pencher sur la question des personnes en situation de handicap. Nous avons plus tard, un peu plus haut dans les défis relevés, souligné un accès limité à l'éducation. Ces personnes ont vraiment du mal à s'intégrer dans le système éducatif parce que justement, il n'y a pas de mesures prises pour faciliter leur apprentissage. Et en ce sens, comme effort fourni par le gouvernement, on peut citer par exemple le plan sectoriel de l'éducation qui a quand même essayé d'intégrer depuis 2013 dans les curricula de l'information des enseignants qui sont formés dans les langages de signes, de sorte à pouvoir aider ces élèves-là en situation de surdité, par exemple, de pouvoir suivre les programmes. On peut le remarquer également sur nos chaînes de télévision, la TVT par exemple. Avant, il n'y avait pas de langage, de personnes qui interprétaient ce qui se disait en langage de signes. Aujourd'hui, c'est possible, ça se fait. Je pense que ce sont quelques efforts quand même louables et significatifs qu'on peut mettre en exergue pour la protection de ces personnes vulnérables. D'accord. Et vous estimez qu'on devrait encore faire davantage? Oui, naturellement. Oui. Et si nous prenons le secteur de l'éducation, est-ce que peut-être on aura du mal à vous dire clairement que quand vous allez par exemple à l'EPP, à Agbalpedo Centre, qu'on a carrément un professeur dédié automatiquement à ces enfants-là? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou est-ce que c'est palpable sur le terrain, ces efforts? Je voudrais reprendre. Oui, c'est juste, j'avais abordé la question de l'éducation et tout. Genre, je prenais l'exemple au niveau de l'école primaire publique à Agbalpedo-Gan. On ne dira pas que dans le quartier à Agbalpedo, il n'y a pas des enfants en situation de handicap qui voudraient bien être scolarisés et tout. Est-ce qu'on touche du doigt clairement et je ne sais pas, rapidement, ces professeurs-là formés déjà pour encadrer ces genres d'enfants? Oui, déjà, est-ce que votre question est de savoir s'il y a déjà un professeur en langage de signes déployé sur le terrain? Est-ce qu'on en trouve partout? Partout, non. Partout, non, mais à certains endroits, oui. Et justement, le combat, c'est de faire en sorte que ces mesures-là puissent être déployées afin de pouvoir bénéficier à la majorité. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions. Et alors, on va parler du comment se passe l'accès donc à l'emploi pour ces groupes cibles. Il existe des initiatives pour améliorer leur employabilité et peut-être c'est monsieur
Sylvie qui nous en dira davantage. Merci beaucoup pour la question. Précédemment, je faisais cas de plan stratégique, de l'axe 1 qui parle de la paix, et un autre axe qui parle de l'employabilité, effectivement, et qui met un accent sur l'entrepreneuriat. Donc, déjà, c'est suffisant qu'on parle des mesures qui sont mises en place pour pouvoir assurer l'insertion de ces personnes, l'emploi de ces personnes vulnérables. Cependant, les tests ne suffisent pas, il faut une application. C'est en cela même que nous pouvons mettre une réserve. Sinon, nous pouvons dire oui, l'État a mis en place des initiatives pour les personnes, et par exemple en situation de handicap. Donc, dans le souci de permettre aux personnes handicapées de jouir de leur liberté d'expression, d'opinion et d'accès à l'information, les journaux télévisés sur la télévision nationale sont interprétés en direct en langue des signes pour les personnes handicapées auditives. Vous l'aurez constaté tout le temps qu'il y a des informations officielles à passer. Il y a un interprète qui est là. Voilà. Autre chose? Ok, d'accord. Je ne sais pas, Madame Merveille, vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Bon, on peut aussi relever qu'à la 21e session du Comité des droits des personnes handicapées, c'était en mars 2023, la ministre de l'Action sociale avait déclaré que sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative au travail et à l'emploi au Togo, l'accès au recrutement, là je suis en train de citer ces mots, l'accès au recrutement se fait sur la base des mêmes diplômes ou expériences professionnelles sans discrimination. Elle s'est fondée sur les articles 3 et 39 du Code du travail, également l'article 45 du statut de la fonction publique. C'est-à-dire qu'à responsabilité égale, le traitement doit être le même pour tous sans discrimination. Bon, malheureusement, dans la pratique, est-ce que c'est appliqué ainsi? Point d'interrogation. Voilà. D'accord. Et voilà, vous nous amenez à parler de la question de la discrimination, de la stigmatisation, de ces groupes cibles, détectés, vulnérables et tout. Et quelle est la situation de la discrimination, de la stigmatisation de ces groupes? Et voilà, quels moyens concrets sont mis en place pour lutter, bien évidemment, contre ces fléaux-là, on va le dire ainsi, parce que ça commence au niveau communautaire avant d'évoluer jusqu'aux opportunités que ces personnes ont le droit de bénéficier. Alors, merci pour la question. Vous êtes en train de demander les moyens concrets mis en place pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation. Et je dois dire que au Togo, particulièrement, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Dans notre mentalité, lorsque quelqu'un je vais prendre deux exemples, les enfants de rue, les personnes handicapées. Pour les personnes handicapées, par exemple, on se dit, lui, il n'a pas, il roule dans un vélo, je ne peux pas le prendre comme mari ou femme. Donc, quand quelqu'un prend une décision d'aller avec lui ou avec elle, il y a une mentalité, il y a des choses pas possibles qui sortent dans notre tête. Des questionnements. Lui, il a trouvé tout ce monde-là. Je suis avec... On penserait qu'on lui fait du faveur. Oui, voilà. Et puis, bon, voilà quoi. Ils ont un traitement vraiment inacceptable. Voilà. Pour les enfants de rue également, leurs activités, c'est d'essuyer les pare-brises au feu rouge pour pouvoir trouver le quotidien. Et on a du mal à les voir comme des humains qui ont des droits à jouir. Donc, par exemple, ce sont des exemples qui montrent qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Voilà. Maintenant, pour pouvoir pallier ces situations, il faut mettre en place, ou bien, il y a déjà des efforts que la société civile fait, sensibilisation et tout, mais il faut que l'État
et l'État renforce son engagement dans le soutien de ces initiatives-là pour que peu à peu la population arrive à reconnaître que même si j'arrive à marcher sur mes deux pieds, quelqu'un qui n'arrive pas à marcher sur ses deux pieds ou qui n'entend pas a aussi son droit de jouir de sa situation matrimoniale, d'un emploi, et puis voilà, de fonder une famille, disons. D'accord. Voilà, donc, à côté, ok. Et là, voilà, vous l'avez bien touché du doigt, ce phénomène d'enfants de rue, d'enfants ou de personnes en situation de handicap. On en rencontre à tous les coins de la rue, notamment au feu rouge et tout. Et ces enfants de la rue, vous l'avez dit, leur travail, c'est essuyer les pare-brises pour pouvoir trouver leur pain quotidien et tout. J'ai envie de savoir qui doit agir, parce que vous avez dit tout à l'heure que la société civile faisait, enfin, de son mieux ou carrément jouait sa partition. Dans ce cas précis, quand vous parlez de l'État, on a envie de dire quels sont les ministères qui sont concernés par ce phénomène et tout. D'accord. Merci pour la question. Oui, allez-y. Cette question, particulièrement moi, ça me touche beaucoup. Oui. C'est là même mon combat. Et les personnes, les enfants de rue, et chacun a son... Et je vais parler du ministère de... Comment on l'appelle? Ministère de l'Action sociale. Oui. C'est le ministère de l'Action sociale qui est chargé de ces genres de cas. Ok. Oui, maintenant, il y a des partenaires de développement comme l'UNICEF, et voilà, l'UNICEF principalement. Et puis l'État lui-même qui agit et qui doivent agir dans ce sens-là. D'accord. Maintenant, ça c'est en termes de celui qui est responsable. Oui. La société civile aussi est responsable dans la mesure où c'est la société qui constitue l'État. Okay. Quand on prend l'État, il y a trois choses qui sont en jeu. Il y a la population, le territoire et le pouvoir organisé. Donc, on ne peut pas parler de l'État sans parler de l'individu. Okay. Donc, chacun a sa partition à jouer normalement. Et on ne peut pas dire que c'est seulement l'État qui est le responsable, non. Okay. Il n'y a pas que l'État. C'est lui la première personne qui est vue parce qu'il est l'autorité. Oui, c'est lui le pouvoir organisé qui est le pouvoir, tout. Le pouvoir central, peut-être. Voilà. Donc, qui doit dire oui, qui doit dire également non. Il faut qu'il dise oui et que les actions soient vraiment concrètes sur le terrain. Voilà. Dire oui sur les textes. Maintenant, dire également oui sur le terrain en mettant en place des moyens de soutien, etc., sur les initiatives qui peuvent permettre à des enfants de rue ou des personnes vulnérables en général de pouvoir sortir de leur situation-là. Voilà. D'accord. Et Madame Merveille, vous êtes défenseur des droits de l'homme, certainement que vous militez dans une association. Et on voit que ce phénomène de jour en jour, on ne va pas dire que ça prolifère, mais bon, on voit encore davantage d'enfants ou davantage de personnes en situation de vulnérabilité qui se retrouvent à ces feux rouges-là. Et des fois, on se demande quelle est l'identité de ces personnes-là et tout. Mais bon, loin de nous de chercher à être assez regardant sur leur identité ou leur zone de provenance et tout. Mais dites-nous, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites concrètement en termes d'action pour véritablement toucher ces personnes? Est-ce qu'il y a des actions ou peut-être de sensibilisation pour leur diriger peut-être vers les structures de prise en charge? Oui, je vois exactement. Oui. Alors, très vite, avant de répondre à la question, j'aimerais mettre en exergue une précision. Tout de suite, Victor, il avait parlé du Forum de la jeune fille. Et il disait que c'était une organisation du gouvernement. Mais non, du tout. C'est une organisation de la société civile qui l'a initiée, notamment l'ONG Coup de pouce. Chaîne de l'espoir. De l'espoir Nord-Sud. Voilà. Et la précision. La précision, je crois qu'il l'avait fait. L'initiative est soutenue par l'État. Et bon, sinon, on ne permettrait pas que l'activité ait lieu sur les terrains. Naturellement. Par rapport à la question de savoir qui est vraiment responsable, qui doit mener des actions concrètes, je pense que oui, l'État, il a dit,
est responsable, c'est sa responsabilité de mettre en œuvre des programmes, des institutions afin de préserver les droits fondamentaux des citoyens. Il y a également les organisations de la société civile qui font de leur mieux, mais je pense que chacun à son niveau peut également faire quelque chose. Et à notre niveau, par exemple, nous menons des sensibilisations à l'endroit des personnes, que ce soit des agents de l'État, des étudiants, des écoliers. Enfin, je pense que le maximum de personnes doit être sensibilisé sur la situation réelle de ces personnes vulnérables là, afin que tous on ait compassion d'eux, qu'on sache comment se comporter, quoi faire, quoi ne pas faire. Et également, il y a des ateliers de formation à l'endroit des membres de la société civile sur les droits humains, sur l'égalité. Donc vraiment, je pense que des actions, il y en a. Il y en a. Et voilà, on continue de les mener dans le but de préserver les droits de ces personnes-là. De faciliter surtout leur insertion dans la vie sociale. D'accord. Voilà, vous avez décliné là ce que vous arrivez à faire en termes d'action en faveur de ces personnes et tout. J'ai envie qu'on soit dans le concret et tout. Voilà. Et pour ces phénomènes de personnes en situation de handicap ou d'enfants vulnérables laissés à eux-mêmes et tout, qu'est-ce que la communauté devrait faire? Est-ce que le simple fait de s'arrêter à un feu rouge, voir cet enfant-là, peut-être dans la fourchette d'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui a un torchon et qui vous essuie peut-être la moto ou le pare-brise, le simple fait de le jeter un 100 francs ou un 200 pour peut-être gérer son petit déjeuner, est-ce que c'est suffisant ou qu'est-ce qu'on devrait faire davantage? Je parle de nous tous, hein. Oui. Voilà, parce qu'on voit de près de ce phénomène-là. Ce qui se passe, effectivement. Ouais. Alors oui, comme je le disais, c'est le combat de tout le monde. Oui. Et je pense que si on prend par exemple des artisans, un menuisier, un couturier par exemple, chacune de ces personnes, autant pour moi, peut décider par exemple de former gratuitement des personnes en situation de précarité qui ne peuvent pas d'eux-mêmes s'offrir des formations. Décider de les former gratuitement, c'est un moyen de les encourager à entreprendre quelque chose, histoire de les sortir de la précarité quand même. Donc je pense que c'est quelques des actions concrètes qu'on peut mener pour tendre la main à ces personnes-là. Voilà, parce que ce sont, au-delà de tout, ce sont nos frères, nos sœurs. Je crois que M. Sylvie a quelque chose à ajouter. Oui, merci beaucoup. Cette question, vraiment, elle est intéressante. Oui. Qu'est-ce que chacun peut faire, c'est ça? Oui, exactement. Je vais partager une expérience. J'ai fait pratiquement 2 ans dans une organisation qu'on appelle Santé-Gidio. Santé-Gidio, c'est une organisation mondiale qui a en son cœur le terme pauvre. Et dans une branche à Djolé, j'étais chargé de les suivre en tant que père éducateur, disons, pendant 2 ans. Ce que je vois ces enfants faire avec ce qu'on leur donne. Et ça, par jour, ils peuvent avoir 5 000, 6 000, parfois 10 000. Quand il y a le marché pour eux. Mais qu'est-ce qu'ils font? Demain, vous n'allez plus voir la même somme dans leurs mains. Pourquoi? Ils n'ont aucune notion de gestion. Donc ce qu'ils voient, en tout cas, c'est chaque jour. Oui, ils sont en manque de quelque chose dès qu'ils ont l'opportunité de se l'offrir. Mais ce n'est pas qu'ils ont quelque chose non plus. Je me pose la question de comment cela arrive qu'ils n'arrivent pas à épargner. Et des fois, en tant que leur responsable, je leur dis, c'est comme ça que vous devez faire. Toucher ceux qui les tontines et commencer par épargner petit à petit. Et il y en a qui avaient commencé. Et à un moment donné même, ils ont encore repris ce qu'ils ont cotisé. Ce sont des enfants. Ça arrive qu'ils trouvent un porte-monnaie qui comporte 300 000 aujourd'hui. D'ici demain, ça va finir. Comment est-ce qu'ils arrivent à dépenser? Je ne sais pas. Donc, ils peuvent
C'est l'entrée de chaque jour ils vivent des entrées de chaque jour en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est la culture de la rue qui les a inculqués? Oui, ça c'est la culture de la rue. Non, au-delà de la culture de la rue, nous-mêmes, ceux que nous considérons, excusez-moi le terme, ce n'est pas que les autres ne sont pas normaux, mais en tout cas, nous qui ne nous classons pas dans les groupes vulnérables, nous-mêmes, nous avons besoin d'une éducation financière. Oui, naturellement. Donc, ça ne va pas de soi. Oui, si vous voulez mettre en place une activité génératrice de revenus, il faut qu'on vous forme sur comment gérer votre fonds. Exact. Sinon, vous vendez votre bouillie, 15 minutes après, vous prenez au moins 50 francs, vous buvez. 10 minutes, vous prenez une quantité de 50 francs, ou bien un gâteau, 50 francs. Jusqu'à ce que vous finissez, vous avez peut-être bouffé 250 comme sur la bouillie. Peut-être que c'est le bénéfice déjà qui est parti. Voilà, donc on se dit que c'est pour moi. Donc c'est pour moi, bon. Sans savoir que ce que je fais là, c'est une sortie que je suis en train de faire et que ça doit être remboursé après. Donc il faut une éducation financière. Maintenant, qu'en serait-il de ces enfants-là, ou de ces personnes-là qui... Voilà. D'accord. Donc, normalement, ils devraient être plus riches que nous. Mais c'est eux qui souffrent encore plus que nous. Davantage. Voilà. Donc, il faut que la société civile, je jette déjà des fleurs pour des centres comme la clinique d'expertise juridique et sociale à Séjus, qui se rend disponible pour écouter. Par exemple, les femmes, et lorsque leurs droits sont violés. Il y a le GF2D qui est là-bas pour les organisations des femmes, dont une branche également à Tsévier qui s'appelle Mofiala. Il y a également Kekeli, Centre Kekeli, qui est une organisation qui travaille beaucoup sur cette question des enfants de la rue. Donc, mais je pense que ce n'est pas suffisant si de jour à jour le nombre se multiplie dans la rue. Il faut qu'il y ait encore plus d'initiatives d'insertion. C'est dans ce sens-là même que moi personnellement, avec mon équipe, nous avons pensé travailler sur cette question des enfants de rue et voilà, et en général maintenant les enfants de la personne. D'accord, et il faut dire que cela nécessite aussi des moyens. Il faut des moyens. Et là, Madame Merveille faisait appel à la responsabilité de tout un chacun de nous, de la société ou carrément de la communauté. Elle donnait l'exemple, par exemple, d'un nombre de métiers qui pourraient recueillir de ces enfants-là pour leur apprendre un métier qui va peut-être assurer leur autonomie et demain et tout. On parle là d'une certaine manière du processus d'intégration de ces délaissés-là et tout. Et est-ce que c'est pas à raison que la société peut-être se méfie en ne faisant pas le pas pour rapprocher ces enfants-là, parce qu'on te dit que bon, ils sont dans la rue, on ne sait pas quelle vie ils ont et tout, voilà. Voilà, je vais prendre l'exemple toujours des enfants de rue. Je disais que j'ai vécu pratiquement 2 ans avec eux. Quel que soit ce que vous leur faites de bon, votre absence tout de suite peut occasionner autre chose. Ils peuvent vous voler ce qu'ils trouvent. Si c'est porte-monnaie, si c'est bouteille de gaz, si c'est portable. Plusieurs fois, les portables des confrères ont été volés. Donc, c'est vrai qu'il faut les aider. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être... Baisser la garde. Voilà, non. Il faut aussi une attention particulière. Voilà. Avec voilà. D'accord, bon, on parle là d'une personne vulnérable qui voit ses droits violés. Est-ce que elle dispose réellement des recours, et si possible, si oui, carrément, quels sont les recours pour ces personnes-là? Merci beaucoup. Alors tout à l'heure, Victor jetait des fleurs aux organismes de la société civile qui œuvrent quand même pour la sauvegarde des droits de ces personnes vulnérables-là. Moi, je profiterai pour jeter des fleurs également au CDFDH qui quand même effectue un travail louable, qui travaille dans l'accompagnement de tous les groupes cibles qui subissent des violations, des abus. Donc, c'est vraiment un organisme à encourager. Revenons à la question des voies de recours pour ces personnes-là. Nous avons les tribunaux, naturellement, les tribunaux nationaux,
qui sont là pour recueillir de ces violations-là, de ces dénonciations. Les organisations de la société civile également sont disponibles pour accompagner ces personnes-là. Nous avons l'application Renam, je ne sais pas si vous avez entendu. Oui, voilà, c'est une application qui a été créée pour recueillir ces cas de violation-là et d'abus et qui est très simple à utiliser d'ailleurs. Il suffit de la télécharger, de signaler les abus ou les violations auxquelles on est victime pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement dans les voies et moyens à déployer pour obtenir justice. D'accord. Oui. Voilà, bon, et vous avez cité les structures officiellement ou légalement constituées. Tout. J'ai envie qu'on parte d'une situation, peut-être un enfant de la rue qui est là, qui est victime peut-être d'une violation, et tout de suite sur la situation où karma à son endroit, peut-être est-ce qu'il a la possibilité de se rendre par exemple dans un commissariat pour aller déposer plainte, ou qu'est-ce qu'il doit aller faire concrètement? Bon, c'est vrai que tout de suite, vu de cette façon-là, c'est compliqué à faire. Et je pense que justement, c'est là l'importance de la bienveillance de chacun de nous. Exact. Nous ne sommes pas sans savoir, et ce serait un leurre de le dire, que nous n'assistons pas dans notre alentour à ce genre de situation. Si tout le monde se donne la responsabilité d'œuvrer pour la sauvegarde des intérêts de ces personnes vulnérables-là, ce serait chose évidente pour une personne naturellement qui assiste à une violation d'un droit d'un enfant pareillement, comme vous le dites, de saisir peut-être une organisation de la société civile. Le but d'existence de ces organisations-là, c'est de pouvoir rapprocher la population de ces organismes étatiques établis afin de leur faciliter la procédure. Une personne lambda, c'est pas normal, c'est pas évident pour elle de connaître les voies et procédures à suivre pour dénoncer, pour porter plainte, etc. Mais ce serait plus facile de passer par les organismes de la société civile pour y arriver. Donc je dis que nous sommes tous responsables. Il faut, maintenant que nous faisons l'effort de passer l'information, que toutes les personnes qui ont l'information puissent en faire part aux autres. Si une personne vient vers toi, te fait cas d'une situation de violation ou d'abus, c'est à toi de l'orienter vers une organisation de la société civile qui va se charger de vous accompagner dans la procédure à suivre. C'est beaucoup plus simple comme ça, l'équation. D'accord, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Et nous sommes à quelques minutes de la fin de l'émission. Je crois que vous êtes aussi membre d'un réseau national de jeunes défenseurs au sein duquel des actions sont menées, notamment en faveur des droits des groupes vulnérables. Dites-nous un peu plus sur ce réseau. Quelles sont les actions qui sont menées? D'accord. Tout de suite, c'est un réseau de jeunes, bien entendu, qui sont formés sous l'égide, il faut le dire, de CDFDH. J'en parlais tout à l'heure. Donc, ce réseau réunit une vingtaine de jeunes qui sont engagés dans la promotion et la défense des droits de l'homme. Pour les semaines à venir, nous avons prévu des actions en faveur de ces groupes, ces groupes vulnérables-là dont on est en train de discuter. Et dans le cas de ces actions, on peut mentionner les sensibilisations, les éducations aux droits humains, identification, traitement des cas. Donc, on a vraiment beaucoup d'actions en marge que nous allons mener. Et si tout va bien, ce sera fait et nous vous tiendrons informés. D'accord, merci beaucoup et nous tendrons l'oreille. Et voilà, pourquoi pas vous accompagner par rapport à ces activités et tout. Je me tourne vers vous, Monsieur Slivi. Peut-être pour la dernière question, que peut-on faire à chaque niveau, pour chaque citoyen togolais, pour favoriser véritablement l'inclusion et le respect des droits des groupes vulnérables, pour clôturer l'émission? Des conseils, quoi, voilà. D'accord. Avant d'aller au conseil, je voudrais passer une information. Oui, allez-y. Pour les enfants ou les personnes qui se verraient, en tout cas spécialement pour les enfants, et lorsque qu'il arrive qu'ils voient leurs droits violés, c'est vrai qu'ils n'ont pas la notion de recours, mais toute personne qui serait témoin de ces cas peut faire recours au centre d'accès
pour l'accès au droit. D'accord. Et à la justice pour mineurs qui se trouve à, comment on l'appelle, marché de Agbalipido et Kawawasime. Et voilà, et marché moderne de Kakaveli. Kakaveli, oui. Voilà. Okay. Il y a un centre là-bas qu'on peut saisir. Okay. Donc, et puis il y a des associations, les ONG, et que nous représentons, comme vous venez de le dire, le réseau représente, qu'on peut facilement toucher. Si on me touche, on m'a touché également, Merveille, on a touché également tous les autres du réseau qui sont répartis sur le territoire. D'accord, donc comme quoi à chaque situation, on peut tenter d'apporter notre aide. Ce n'est pas seulement en situation d'accident qu'on a le réflexe d'appeler les sapeurs-pompiers. On peut être témoin d'une situation de violation des droits des personnes vulnérables et saisir une association Karma et pour exposer le fait. Exactement. Voilà. Et c'est justement le lieu de faire appel à tout le monde de ne surtout pas demeurer dans un état de passivité face à ces violations et abus-là. Ne pas du tout hésiter à saisir qui de droit pour dénoncer ces violations. D'accord. Alors nous avons touché la question. Oui, la dernière question. Nous l'avons déjà touché. Oui. Nous l'avons déjà touché. Okay. Et comme Merveille venait de le dire, il faut cet esprit de bienveillance de chacun. Ça, c'est le premier conseil qu'il faut. Quel que soit ce qui se passe à la maison lorsque nous sortons, que nous ayons cet esprit de fraternité, de pardon, pour que lorsque nous voyons des personnes comme ça, nous puissions les traiter à égalité. Il faut également que des sensibilisations soient faites et que toute personne qui est témoin d'une situation de violation puisse vraiment agir en faveur de ces cas. Je vais plus loin pour dire que les personnes qui ont la possibilité d'aider, qu'elles prennent sur elles de pouvoir prendre un orphelin et de l'éduquer, en tout cas il peut le prendre comme son enfant jusqu'à ce que la personne grandisse. En tout cas, en faisant cela, ce n'est pas à l'homme que nous rendons service, mais c'est à Dieu. Nous n'avons pas, tout le monde n'a pas la notion de Dieu, mais nous travaillons pour la nature et rien dans la nature ne se perd. On a toujours les résultats de ce que nous faisons. Comme quoi un bienfait n'est jamais perdu. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, la protection des droits des groupes vulnérables, c'est pas l'affaire des autres, c'est l'affaire à nous tous. Et il faut s'impliquer, avoir ce réflexe-là de dénoncer quand on est peut-être témoin d'une situation. Ce n'est pas seulement en cas d'accident qu'on a tendance à appeler les sapeurs-pompiers. Également, quand on est témoin d'une situation où les droits des personnes vulnérables sont violés, il faut également dénoncer ou du moins s'approcher d'eux pour leur diriger à eux-mêmes de faire le boulot de dénonciation et tout ce qui va avec. Merci à vous d'avoir partagé ce plateau avec nous. Nous rappelons que nous étions en compagnie de Sylvie Kofi Victor. Vous êtes juriste, président de l'association Afriole, défenseur des droits humains. Également avec vous, Madame Merveille Dissé, juriste également défenseur des droits humains. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est fini pour aujourd'hui. Droit et justice sur Taxi FM. Rendez-vous mardi prochain à la même heure, à 15h, et certainement vous serez en compagnie de Hugues Vignon Atiko pour le prochain numéro. I'm a sinner, where I'm a pure. What's up, now? For my I'm a sinner, Papa, where I'm a pure. If you know, never return away. Never do no way.
DJ's cooking mesa, king mesa, DJ's cooking mesa. Yo, Victoire du coup Togo Bessénois, Constitution togolaise, article 21, l'homme est sacré. Akbeton le VVD, Mbachina, Bledo Patomeo. Encore pour Bola depuis le founo, no education danger public. Akbeton le VVD que, et nous en diamo le traitement. Yo tiens à petit de cacoration, de yo be finia, et tiens la be maman. A mon le Sénois comme nous be orphelin, Mouniba noir home at blé bio de Patomeo. Et toi tu es vie, non tu es vie, et mi les clons. A noir home at blé bio de Patomeo, irresponsabilité. Et yo yon a nous sommes au 21e siècle. Mondialisation, fois mou balé globé, Neji Amadou corps, voix Kovatia, et nous va les tuer de vioa, et où nous a corps, Abesia Mekebe ville et Patomea, never pour les varomé, belle la sino vivien, moule voix, Yano les Chikaka, et puis ami toi les chaises. Amour les conscients bé, yo bé vie les bateaux bé. Faut donc qu'on est bé, fous-moi pas mon nom réussi. À mon nom fous nous réussi. Fois 1 sur 1 million, viola tem noir mais viola améliore plan support. Et yo tchak papa, nous calmons, bé yo bé vine réussi. Fois des vieux jok beko, bé pipi di piae, à quoi te couvrir de noix yo fois bé papa Mac Bantano, papa Mac Bantano, papa Mac Bantano. El alba me guarda cela. I'm a sinner, where I'm a view. But you're going now, for my tone. El alba me guarda cela. I'm a sinner, where I'm a view. Papa, now,